titre-là. J'interviens dans le cursus de la JDB sur la journée formation, prévention. Et un bonjour tout particulier aux membres de la dernière session sur laquelle je suis intervenu à Guéret le 13 mars, juste un peu avant le confinement. Voilà. Karine, on te laisse commencer ? Eh bien voilà, on va commencer. Donc je vois qu'en plus Lionel est déjà en terrain de connaissance, ce qui est facilitant pour lui, pas moi du tout. Alors je ne vous cache pas que c'est un exercice assez subtil de savoir qu'on intervient devant 50 personnes sans en voir une seule. Mais on va débuter. Alors je ne sais pas qui a la main, si c'est Lionel ou Guillaume. Pour l'instant, je n'ai pas la main. Alors je vais y aller. Hop. Donc, on commence par juste vous rappeler, donc vous aviez dû recevoir l'information, hein, on vous invitait à aller consulter, télécharger, déjà utiliser tous les outils qui ont été mis à votre disposition le 2 avril dernier. On va y revenir très largement au cours de notre présentation. Le but aujourd'hui étant vraiment de vous permettre de mettre ces outils-là en perspective de votre démarche au sein de l'entreprise et de vous donner quelques clés de lecture pour les utiliser et pour vous les approprier. Donc avant cela, on va commencer par un premier point. Il nous a semblé intéressant de vous redonner le cadre juridique dans lequel on s'inscrit aujourd'hui au titre de cette épidémie et ce que vient impacter l'épidémie de Covid-19 sur notre activité, sur notre contexte. Donc je veux bien la diapo suivante, Guillaume, s'il vous plaît. Parfait. Alors, très globalement, le contexte aujourd'hui, il est totalement distinct du droit dans lequel on exerce d'habitude son activité de chef d'entreprise, dans lequel s'exercent les missions de l'OPP-BTP et dans lequel, bien entendu, on a à mettre en œuvre la prévention et à organiser la démarche de prévention. Ce contexte, il est exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'il s'installe dans le cadre de ce qu'on appelle, et de ce que vous entendez relayé par les médias et les messages gouvernementaux, l'état d'urgence sanitaire. Alors, en quelques mots, un état d'urgence, c'est quoi ? On donne une base légale, donc une loi du 23 mars, on donne une base légale à la promulgation de textes et de méthodes d'organisation de l'État et des pouvoirs publics qui sortent du cadre réglementaire et législatif traditionnel. On donne autorité au gouvernement, au travers de cette loi d'état d'urgence, pour faire les choses nécessaires pour lutter contre la propagation du Covid-19. Donc, ce sont des mesures d'exception. Elles sont limitées dans le temps. Cette loi a été promulguée le 23 mars pour une durée de 2 mois, renouvelable, simplement avec l'accord du Parlement, donc Sénat et Assemblée nationale. Donc, base légale pour imposer des mesures d'exception dans des domaines bien précis. Le premier, pour limiter les libertés individuelles. C'est assez brutal, mais ça relève de l'état d'urgence sanitaire. Alors concrètement, on l'a tous vu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être confiné. Ça veut dire ne plus pouvoir se rassembler. Alors d'abord, moins de 100 personnes, puis moins de 50, puis plus du tout. Ça relève vraiment de la limitation des libertés individuelles. La liberté d'aller et venir comme on l'entend, il faut une attestation. Pour vos salariés, il leur faut votre attestation qui justifie qu'ils aillent sur leur lieu de travail et il leur faut leur attestation personnelle établie par leurs soins. La réquisition aussi, on le verra tout à l'heure par rapport aux moyens de prévention. Tout cela, ça entre dans l'état d'urgence sanitaire et dans la première enveloppe de mesures. Une autre enveloppe de mesures, notre famille de mesures, sont toutes celles qui vous impactent directement dans ce qu'on appelle le soutien aux entreprises et les modalités juridiques particulières de fonctionnement des entreprises qui ont été mises en place. Donc voilà ce qu'est l'état d'urgence aujourd'hui et qui va permettre à l'État de proposer des moyens complémentaires pour lutter contre l'épidémie. Et on va voir comment ça se décline pour vous dans la démarche de prévention qui est la vôtre et au sein de l'entreprise. Donc on va passer au second point, entrer plus directement dans votre activité. Guillaume, je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est Lionel là qui joue. C'est Lionel qui a pris la main, ben voilà. Oui, et voilà, il a pris. Voilà, c'est pour ça que ça va pas très bien. Non, mais c'est parfait, on va dans le bon sens, c'est bien. Ouais,
Donc, concrètement, pour vous, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise, en passe de le devenir dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Votre responsabilité de chef d'entreprise, elle se joue à 2 niveaux. Le code du travail, on fait un rappel, c'est jamais agréable d'évoquer le code du travail, mais il pose le cadre existant, préexistant à la situation qu'on connaît aujourd'hui. L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ça, c'est toujours valable aujourd'hui. C'est toujours ce qu'on va vous demander aujourd'hui, même dans cette situation particulière. Et la deuxième étape, eh bien, c'est l'employeur met en œuvre les mesures prévues, donc voilà, les mesures nécessaires à assurer la santé et la sécurité de ses salariés, sur le fondement des principes généraux de prévention. On ne va pas aujourd'hui se faire la liste des principes généraux de prévention. Je ne doute pas que vous les ayez à l'esprit, qu'on puisse se les rappeler. Lionel y reviendra peut-être tout à l'heure. Ce sont toutes les étapes en allant de supprimer le risque jusqu'à la consigne que l'on donne aux salariés. Étape par étape, on supprime, on regarde, on évalue, on met en place les moyens, d'abord collectifs, puis individuels. Dans cette situation d'épidémie de Covid-19, la réponse du gouvernement à la branche qui est la nôtre, au BTP, a été d'écrire des préconisations qui permettent de mettre en œuvre tout ce qu'il faut et de s'assurer de la santé et de la sécurité en complément de ce que vous faites déjà. C'est-à-dire qu'on a considéré que face au Covid-19, les moyens dont on disposait aujourd'hui, nos méthodes habituelles, nos moyens de protection habituels, le casque traditionnel, les gants traditionnels, l'échafaudage avec ses garde-corps n'étaient pas adaptés pour se préserver du Covid-19. Donc la réponse, la mesure exceptionnelle proposée par l'État et dont l'OPP s'est vu confier la rédaction, eh bien c'est le guide de préconisation dont on va vous parler et dont bien entendu vous avez amplement entendu parler ces derniers jours. Donc ce guide, il vous donne les mesures qui vous sont propres en tant qu'entreprise du bâtiment pour protéger la santé et la sécurité de vos salariés. Et on va voir que ce guide, c'est un outil à votre service pour remplir le rôle qui est le vôtre. J'en profite quand même pour vous rappeler, on évoque très largement la responsabilité du chef d'entreprise, mais encore plus que d'habitude, en situation Covid-19, il y a un autre article du Code qui va venir s'imposer, si j'ose dire. C'est celui qui rappelle la responsabilité du travailleur, parce qu'il lui incombe de se protéger, de s'assurer qu'il met bien en place les moyens que vous lui donnez, et là, dans le cas présent, eh bien, qu'il va respecter les gestes barrières et porter les équipements que vous allez lui fournir. Petit rappel, mais je pense que c'est important dans la situation actuelle, on va vous repasser le message, c'est vraiment un travail collectif pour lutter contre cette épidémie, contre la propagation et pour protéger vos compagnons, vos équipes et donc sécuriser votre entreprise. Voilà le rappel, le cadre très général, ce que ça veut dire pour vous, pour nous, dans le BTP, en termes de responsabilité. C'est le cadre juridique tel qu'il existe, tel qu'il est posé aujourd'hui. Maintenant, de façon concrète, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on agit aujourd'hui quand on a la responsabilité d'une entreprise de BTP? Eh bien, Lionel, si tu veux bien afficher, s'il te plaît, la diapositive suivante. Oui, elle va venir. Oui, elle est là. Ça y est, il a trouvé la molette. Alors, pour répondre à une question qui vient m'être posée, les articles du code, l'article du code qui concerne les salariés, parce que je pense que c'est celui-là qui intéresse la personne qui me questionne, c'est l'article L4122, alinéa 1, qui est juste derrière ceux qui concernent votre propre responsabilité. Donc, pour en revenir à notre point, comment est-ce qu'on agit aujourd'hui à court terme? À court terme, aujourd'hui, quelle est votre problématique? C'est de maintenir l'activité, on le verra, ça a été le cas de certains d'entre vous, on aura un témoignage dans ce sens, ou reprendre l'activité, organiser la reprise dans une situation qui est dégradée. Eh bien, on va avoir plusieurs étapes. La première, ça va être de réajuster votre démarche de prévention au regard de la situation dégradée. Il y a moins de moyens, il y a moins de personnel disponible, on n'a plus forcément le contact avec sa maîtrise d'ouvrage. Et puis, au sein de l'entreprise, on a une organisation différente de celle qu'on a d'habitude.
Donc, on va commencer par se baser sur son outil de pilotage de prévention qui est le document unique. On va mettre à jour son document unique, c'est-à-dire que dans cette période d'agitation, d'interrogation, de questionnement, on se pose et on regarde son document unique pour arriver à refaire une évaluation au regard de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Le deuxième élément, pour aider à faire ça, et en ayant vraiment le focus sur la situation Covid-19, eh bien, ça va être de faire un plan de continuité des activités. Là aussi, on a un outil, il est à votre disposition. L'OPP-BTP a élaboré un modèle avec un guide d'aide à l'élaboration du plan de continuité. C'est un outil qu'on connaît peu dans le BTP. Il est obligatoire uniquement aujourd'hui dans le milieu bancaire, puisqu'il permet de mesurer la capacité d'une entreprise à maintenir son activité dans une situation de crise. Une banque, quelle que soit la situation de crise, il faut qu'elle continue de travailler. Nous, on n'avait pas rencontré cette situation-là jusqu'à aujourd'hui dans le BTP. Le plan de continuité, c'est je me pose et je regarde, poste de travail par poste de travail, risque par risque, au regard de ce que le Covid m'impose, quels sont les moyens dont je dispose. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je peux plus facilement mettre à jour mon document unique. Quelques autres appuis pour reprendre mon activité, solliciter le service de santé au travail. Je vous évoquais tout à l'heure les mesures d'urgence mise en œuvre par l'État, et bien notamment, au travers d'une ordonnance, l'État a demandé au service de santé au travail de se mobiliser très directement pour être à votre disposition sur plusieurs points, et dont certains importants. Un salarié arrive sur le chantier, veut reprendre l'activité, il n'est pas en forme, il tousse, vous lui posez quelques questions, mais vous n'êtes pas à l'aise, on n'est pas médecin, et on a besoin d'un regard de professionnel pour savoir ce qu'on doit faire. Eh bien, le service de santé assure une permanence, peut vous répondre, il est là pour ça, pour vous dire si le salarié doit rentrer chez lui, s'il doit aller voir le 15, quelles sont les questions que vous pouvez leur poser, quelles sont les démarches que vous avez à faire, le service de santé est là pour ça. Ça, c'est un autre allié, en plus des outils qu'on a évoqués jusque-là. Mobiliser les équipes, c'est important, maintenir le contact avec elles, avec vos compagnons. Ça peut être simplement un coup de téléphone, ça peut être un échange de mails et selon la taille de votre entreprise, avec le CSE. Favoriser le dialogue social, c'est vital dans des périodes comme celle-là où on se retrouve tous isolés. Il y a le lien humain qui est fondamental. Il permet aussi d'étendre un petit peu, si j'ose dire, de rassurer un peu aussi et puis de sentir la solidarité au sein de l'entreprise. Ça, c'est important dans cette période-là. Je vois quelques questions qui s'affichent. Je vais y répondre. N'ayez pas d'inquiétude. Je termine d'évoquer les points et je vous réponds juste après sur ces différentes interrogations. Solliciter les échanges avec la maîtrise d'ouvrage et en fonction de la taille de l'opération, de la nature de l'opération, avec le coordonnateur. Les chantiers sont arrêtés dans un rapport un peu bousculé. On n'a pas forcément eu le temps d'échanger, de figer les choses dans les règles, si j'ose dire. Là, il est important d'échanger avec eux. Quelle est leur posture? Certains veulent rouvrir les chantiers, d'autres pas. Quelles sont leurs raisons? Est-ce qu'ils se sont assurés que tous les titulaires des lots sont en capacité de reprendre? C'est peut-être d'ailleurs la question qu'ils vont vous poser, ou en tout cas la question que vous avez à leur poser. Et puis surtout, eh bien, n'hésitez pas à solliciter l'organisme de prévention qui est le vôtre, l'OPP-BTP, et les différents acteurs autour de vous. J'ai cité le service de santé, les acteurs internes tels que le CSE. Il y a énormément d'outils qui sont à votre disposition. Il est important de savoir que ces outils, nous les actualisons au jour le jour. Vous avez bien vu que l'environnement dans lequel on est, il évolue chaque jour. Nous-mêmes, il y a des questions qu'on s'est posées il y a 8 jours, la réponse n'était pas la même que celle que l'on formule aujourd'hui. C'est beaucoup d'adaptation, beaucoup d'agilité pour vous. On essaie d'être pas aussi agile que vous, mais au moins d'arriver à vous proposer des choses fiables qui vous aident à tenir dans cette situation-là et à envisager la reprise, à envisager l'avenir. Voilà, c'est demain qu'il faut qu'on se projette pour arriver à passer cette période. Alors, pour répondre aux questions qui m'ont été posées, le plan de continuité des activités n'est pas obligatoire. Il est fortement recommandé, notamment par les pouvoirs publics. Le ministre de l'économie à inciter les entreprises à le réaliser parce qu'il a la vertu de vous permettre de regarder vraiment l'ensemble de votre activité. Parce que le plan de continuité ne va pas traiter que de la prévention.
il va regarder toute l'activité de l'entreprise au regard de la crise sanitaire. Donc, c'est vraiment un bon moment pour se poser. Mais il n'a pas de caractère obligatoire, il n'a pas de caractère formel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire valoir pour vous défendre ou pour revendiquer que vous ne pouvez pas reprendre. C'est un élément d'information et c'est davantage un outil de pilotage pour vous en interne dans l'entreprise. Alors, j'ai une question pratique. Pourrait remettre la caméra. Alors, la caméra, si on la met pour tous les participants, je pense que ça va être extrêmement compliqué parce que vous êtes nombreux, c'est tant mieux. Donc, voilà, je pense que nous, animateurs, Lionel comme moi, vous devez nous voir. Le support, oui, je parle sous le couvert de Guillaume, mais il vous sera remis, bien entendu, et vous y trouvez donc les références pour aller télécharger sur le site de l'OPPBTP tous les documents qu'on vous évoque et tout ce que Lionel va vous expliquer et vous apporter également. Oui, je confirme, Karine, et j'ai répondu également sur le chat. La conférence est enregistrée, donc vous aurez prochainement le lien pour la revisionner. Au détail des 2 premières minutes, je m'excuse, je n'ai pas lancé l'enregistrement suffisamment tôt. Et puis, vous aurez également le diaporama avec. Il n'y a pas de souci. Merci Guillaume. Toujours sur le sujet du plan de continuité, vous avez un modèle qui est disponible donc, sur le site de l'OPPBTP et qui est accompagné d'éclairages complémentaires pour vous aider à le réaliser. Et on vous incite très fortement à le faire, et en tout cas à vous appuyer sur cette démarche d'évaluation de votre capacité à continuer ou non pour argumenter dans les échanges que vous allez avoir avec la maîtrise d'ouvrage et avec la coordination SPL. Alors, j'essaie de répondre au fur et à mesure aux questions. J'espère ne pas en louper. Alors, on a la suivante. Le 1er avril, le médecin du travail de l'Eure a recommandé de ne pas reprendre. Pouvons-nous tout de même reprendre? Alors, le médecin du travail, dans la situation actuelle, émet des avis. Il va vous conseiller, il va émettre un avis, mais sauf à ce qu'il soit assorti d'un arrêt de travail pour un salarié, le reste n'est qu'un avis. La notion d'arrêt de travail pour le salarié, là encore, on est dans un contexte assez exceptionnel, puisque en temps normal, le salarié, lorsqu'il présente une incapacité à travailler, le médecin du travail qu'il constate le renvoie vers le médecin de ville qui dresse l'arrêt de travail. Là, les pouvoirs publics ont donné autorité au médecin du travail pour établir lui-même l'arrêt de travail pour que le salarié ne voit pas encore plusieurs personnes et ne contamine pas plusieurs personnes avant d'être confiné chez lui. Donc, on est dans cette situation-là aujourd'hui par rapport au service de santé du travail. Donc, ils peuvent avoir émis un avis eu égard à l'organisation de votre entreprise. C'est intéressant de savoir pourquoi cet avis négatif a été émis. Est-ce que c'est lié à la mesure qu'ils ont pris de votre capacité à protéger individuellement vos compagnons? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est la nature du chantier ou la nature de vos tâches? C'est toute une chaîne d'éléments qui doit permettre de se dire je reprends ou je ne reprends pas. Donc, c'est ce que je supposais. Romain précise que c'était une recommandation globale à l'ensemble des entreprises de l'Eure et pas quelque chose de spécifique à sa situation. D'accord. Une autre question était posée sur y a-t-il des modèles de plan de continuité? Ça, je pense que Lionel y reviendra tout à l'heure. Donc ça, j'ai répondu. Le modèle est disponible sur le site de l'OPP. Sur le site. Et une autre question, face à la pénurie des éléments, des moyens de protection, par exemple pénurie de masques, quel conseil? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut entendre, le guide de préconisation est quelque part là pour vous éclairer et vous donner les règles de ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour garantir la sécurité de vos compagnons, pour limiter la contagion avant l'arrivée sur le poste et limiter cette propagation du virus et mettre en sécurité vos compagnons. Lorsqu'on a rédigé ce guide, on était totalement conscient et croyez bien qu'on se l'entend dire suffisamment tous les jours et c'est normal, vous êtes tous en recherche des masques, des gants, des combinaisons. Nous savons quelle est la pénurie aujourd'hui. Nous savons aussi que dans le cadre de ces mesures exceptionnelles, l'État réquisitionne les quelques moyens qui commencent à arriver, notamment les masques.
Nous, on nous a demandé de vous donner les clés pour sécuriser vos compagnons. Ces clés sont celles-là. Elles sont malheureusement non négociables ou heureusement non négociables. Lorsqu'on ne dispose pas de la totalité des mesures, eh bien, la solution, la règle, et j'ai envie de dire le choix qui s'impose est de ne pas reprendre son activité. Ça a évidemment des conséquences économiques, on en est tous conscients. Le rôle de l'OPP aujourd'hui est bien de vous accompagner pour mettre en place les mesures indispensables et ces mesures sont celles-là. Donc, on connaît les moyens qui manquent aujourd'hui. Maintenant, là encore, projetons-nous un peu. L'état dégradé de nos activités ne va pas se restaurer dans 2 jours, ni dans une semaine, ni dans un mois. La reprise va se faire progressivement. La reprise, elle va se faire en parallèle de l'arrivée des moyens, des masques, des gants. Donc, tout ce qu'on vous propose aujourd'hui, de jour en jour, va être de plus en plus facile à mettre en œuvre. Vous allez de plus en plus facilement pouvoir protéger vos compagnons et reprendre l'activité. Ça, Lionel va y revenir parce qu'on va se projeter. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de masque. Les choses s'organisent. Je pense que la solidarité nationale s'organise pour que ça revienne. On a aussi des majors qui ont proposé de commencer à réalimenter dès qu'ils en auront eux-mêmes tous leurs sous-traitants. La chaîne s'engage. Aujourd'hui, on en manque, mais je pense qu'il faut, voilà, progressivement, pas à pas, regarder comment on peut s'organiser. Et il sera intéressant que notre témoin réagisse aussi sur ce manque des moyens, comment lui, il l'a géré. Guillaume, peut-être d'autres questions si vous le jugez opportun. Je n'ai pas identifié là des questions qui soient directement en lien avec la conférence d'aujourd'hui. Hein. Par rapport à la question de Marie-Sophie, hein, c'était un point qui a été traité la semaine dernière. Donc, je vous renvoie à la conférence de la semaine dernière. Alors, pour conclure sur ce point des équipements, et je passerai ensuite la parole à Lionel, il y a de grandes disparités de région en région. Les dotations comme les réquisitions sont au pilotage des préfectures. Donc moi, je vous invite véritablement, là encore, à beaucoup d'échanges, beaucoup de recherches d'informations. Les agences OPP sont là pour ça. Nous sommes à votre écoute 7 jours sur 7 depuis le début de la crise. Donc, ce n'est pas pour faire de la pub à l'OPP, c'est juste pour vous dire que notre agence en ligne, comme nos conseillers, sont disponibles là en ce moment en permanence pour essayer de vous éclairer, vous donner les informations dont nous disposons à un instant T sur l'approvisionnement, sur les réquisitions, sur les disponibilités, et nous actualisons au jour le jour nos outils pour vous accompagner. Donc, vous n'êtes pas seul, on est tous ensemble là dans cette crise, et c'est grâce à vos retours, grâce à vos questions, et avec les outils qu'on vous fournira en retour, je pense qu'on arrivera à passer ça et que l'on va reprendre notre activité. Lionel, je te laisse Karine, juste avant de passer la parole à Lionel, une dernière oui, question là qui est arrivée, très pratico-pratique. Il est demandé dans le guide de désinfecter les lieux. Comment faire? Donc, désinfecter les lieux. Alors, la question, je pourrais méchamment la passer à Lionel. Hein, c'est du terrain, mais non, allez, je vais répondre. Je ne suis pas que juriste, je vais répondre. C'est gentil, merci, oui. Ouais, c'est sympa. À charge de revanche. Comment on désinfecte les lieux? Ben, c'est les lingettes. Ce sont les lingettes désinfectantes ou l'eau de Javel. Ce sont les lingettes désinfectantes, et c'est bien établi dessus. Ce sont les lingettes professionnelles ou lingettes pharmaceutiques, où il est bien établi qu'elles désinfectent, donc elles contiennent des solutions désinfectantes. Ce n'est pas la lingette qu'on a à domicile parfumée au muguet ou à la verveine. Ce sont les lingettes distribuées par aujourd'hui soit les pharmacies, soit quelques distributeurs de matériaux et de matériel qui commencent à en avoir. Et si vous n'avez pas de lingette, c'est l'eau de Javel avec le tissu jetable, le sopalin, la feuille de papier jetable, et tout ça conditionné dans des sacs poubelles qu'on évacue. Quand on dit désinfection des lieux, c'est les poignées de porte, c'est les tables, c'est tous les équipements mis en commun. Le véhicule, c'est l'intérieur, c'est le volant, c'est les poignées. Et à effectuer à chaque arrivée de personnes, à chaque départ de personnes, et les lieux communs plusieurs fois dans la journée. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Et Lionel va pouvoir y revenir de façon Lionel, je vous invite à enchaîner.
Oui, alors on a vu que l'OPP-BTP avait mis en place de nombreux documents à votre disposition et on l'a dit, hein, les documents sont valables aujourd'hui et puis ils vont sûrement évoluer et ils évolueront en fonction de la connaissance du contexte et des réponses et aussi vos retours d'expérience et vos bonnes pratiques qui seront mises en œuvre. Mais ces documents, au-delà de leur forme et de la surprise qu'on pourrait avoir ou de la complexité apparente, répondent tous à une logique, à une structure de conception. Je voudrais juste, de mémoire, revenir sur un point. Depuis toujours, vous avez géré la prévention, ou vous devriez gérer la prévention, ou vous le faites sûrement d'ailleurs. Et si mon animation voulait juste s'animer, vous avez le contrôle, très bien. Ah, désolé pour le… Hop. Alors, depuis toujours, ça c'est marche avant. Ça, voilà, nous voilà. Un processus traditionnel. En période normale, vous avez identifié, on a identifié des dangers. Présence de, alors par exemple, présence de l'électricité. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est de protéger le salarié qui est en face, c'est la notion d'exposition. On sait qu'une personne exposée à un danger est potentiellement exposée à un risque. Je l'ai. Ça y est. Il est exposé à un risque. Derrière ce risque, alors tous les salariés qui sont à proximité de pièces nues sous tension ne sont pas électrisés ou électrocutés. Il y a, pour arriver malheureusement au dommage, il y a un élément déclencheur. Et là, on va avoir l'événement malheureux avec les conséquences et les dommages qui peuvent en découler. Dans ce diagramme, on retrouve les notions importantes de prévention primaire, de prévention secondaire et de prévention tertiaire. Prévention primaire, c'est quand on travaille sur le danger et l'exposition. Donc, soit on supprime le danger, soit on supprime l'exposition, soit on réduit le danger si c'est possible, soit on réduit l'exposition. Juste pour illustrer ce cas, on isole un local électrique, on empêche l'accès dans un local électrique, on a supprimé l'exposition. Ensuite, on peut travailler en prévention secondaire. On va mettre des écrans, une protection entre le salarié et le risque. Donc là, on va retrouver 3 grandes catégories de protection, hein, les protections collectives, les protections individuelles, et terme un peu surprenant, voilà, les protections virtuelles. Alors, c'est très théorique, mais dans l'absolu, protection collective, on voit bien, aspiration collective, ça protège tout le monde, tous les salariés ou même tous les intervenants sur le chantier. Protection individuelle, ça ne protège qu'un seul salarié, le porteur de la protection. Et puis, les protections virtuelles, ce sont des éléments utiles, mais en fait, qui n'empêcheront pas le risque. Le dommage, par exemple, une information, l'affichage des consignes. Ça, c'est de la protection virtuelle. C'est indispensable, il faut le faire, il faut renforcer, mais ça ne protège pas sensiblement. Un gilet fluo qu'on porte sur le dos, ça n'empêche pas de se faire écraser ou de se faire heurter sur une chaussée. Voilà la notion de prévention secondaire. Et puis, nous avons la prévention tertiaire qui arrive ensuite. Malheureusement, l'événement a eu lieu et on va limiter les conséquences de l'accident. Donc, c'est là qu'on organise les secours. On a un secouriste au plus près et bien on est capable tout de suite de réanimer la personne, d'appeler les secours. Donc, on réduit les conséquences de l'accident. Ça, c'est le fonctionnement normal. Prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. On travaille sur le danger et les dangers, avec l'expérience, on les maîtrise bien. On a un retour. Voilà. L'expérience fait qu'on arrive à maîtriser ces éléments. Aujourd'hui, on a un contexte complètement différent où… Hop, voilà, désolé, toujours le problème sur l'animation. Ouais, hop. Ah oui, d'accord, c'est le temps de réaction. OK, autant pour moi. Voilà. Peut-être. Voilà, je ne touche plus à rien. Aujourd'hui, on a une problématique nouvelle. C'est que d'abord, le danger, il évolue tout le temps. On n'a pas de retour d'expérience.
Il évolue. Les informations, on l'a dit, les informations d'aujourd'hui ne sont pas forcément sont d'actualité demain, et on en aura de nouvelles. Donc déjà là, on a un danger qu'on ne maîtrise pas, clairement. La personne, par rapport au risque classique, on protège un salarié. Là, on protège un salarié, mais derrière, on protège aussi un ensemble de compagnons, voire sa famille. Voilà, donc ça va plus loin que la simple personne qu'on protège. C'est aussi cette notion qui donne toute la complexité de la protection du salarié. Sur les éléments en prévention secondaire, on pourrait travailler effectivement sur les protections collectives, mettre un écran dans un véhicule entre deux personnes, ça protège l'une et l'autre, ça protège tous les gens, toutes les personnes qui montent dans un véhicule. Voilà un exemple de protection collective aujourd'hui. Protection individuelle, on le voit bien, le port de gants, le masque. Et puis, en protection utile et complémentaire, on a tout ce qui est affichage, communication, motivation du personnel, ça rentre derrière. On voit aussi qu'aujourd'hui, par rapport à ce danger nouveau, eh bien, tout ce qui est réduction des conséquences de l'accident ou de l'événement, on n'a pas trop la main. Clairement, les conséquences, on les voit bien tous les jours. On a un malheureux compteur qui tourne. On voit aussi la surcharge des services de santé. Voilà, donc clairement, pour la gestion de l'accident derrière, on n'a pas la main. Et la finalité, c'est surtout ne pas compter sur les secours, les services de santé. Enfin, c'est trop dramatique et c'est trop aléatoire. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas, ou on peut difficilement, ou on n'a pas la main pour travailler sur le danger. On ne peut pas travailler sur la gestion résiduelle de l'accident. On a la main, par contre, pour travailler sur la protection de la personne, voire quelques éléments en protection secondaire. Mais c'est surtout cette notion de travailler sur la personne qui reste importante. Alors, pour protéger la personne, qu'est-ce qu'on a pu mettre aujourd'hui? On a pu mettre, par exemple, le confinement, l'isolement de la personne. Ça pourrait être une chose. Là, on a supprimé l'exposition quand on confine. Et puis, il y a une autre notion derrière, c'est quand on parle d'une distance d'1 mètre. Voilà, eh bien, ça peut être considéré comme une notion de limiter l'exposition. Mais bon, tout de suite, vous analysez, vous dites, oui, 1 mètre, on dit 1 mètre, mais est-ce que c'est 1,10 m? Est-ce que c'est 99 cm? Et là, on voit tout de suite la limite des dispositions qu'on pourrait mettre en place. Je regarde juste différentes notes pour voir si je n'ai rien oublié. Donc aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur le danger, on ne peut travailler que sur la notion de personne, protection de la personne. Lionel, est-ce que c'est à ce moment qu'on demande à Xavier de nous faire part des actions de prévention justement sur les personnes qu'il a mis en place? Alors justement, c'est un très bon enchaînement et je t'en remercie. On voit bien qu'il y a un choix d'entreprise à faire en disant oui, j'ai toutes les dispositions pour atteindre l'objectif de protéger la personne et son environnement et de ne pas recréer un nouveau cluster dans ma région, où je n'ai pas les moyens, où il me manque des éléments. Et en fait, tous les supports, je parlais de la constitution des supports mis à votre disposition, en fait, tous les supports vous aident à cette analyse. Voilà. Vous avez des grilles, vous avez des annexes qui vous permettent de dire oui, j'ai, ah non, ça je n'ai pas. Donc effectivement, une des conditions n'est pas requise, en particulier la disponibilité des gants qu'a évoqué Karine. Donc, on a néanmoins des entreprises qui arrivent à maîtriser l'ensemble de ces éléments. Et dans les témoins, on a une entreprise qui a poursuivi son activité. Et je lui propose justement de nous expliquer ou de présenter globalement les éléments qu'elle a pu mettre en place pour continuer son activité. Bonjour Xavier, donc je te propose, si tu veux bien, dans un premier temps de te présenter, présenter surtout l'entreprise, sa situation, votre activité, l'effectif et ce qui a été fait chez vous. C'est à toi. Bonjour à tous, Xavier de l'entreprise Parity BTP. En parlant un petit peu plus dans le micro, s'il te plaît. Ouais, alors je ne sais pas où est le micro, mais
Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, c'est mieux. Ouais. Mettre la caméra. Ouais. Ouais, je mets la caméra, c'est mieux. Oui. Ah oui. Voilà. En introduction, déjà, je pense qu'on n'a pas la prétention d'avoir maîtrisé toutes les protections à la personne. Je crois qu'on a fait comme beaucoup, on a essayé de faire au mieux. Après, on a composé avec notre environnement en essayant de pallier les défauts matériels par une adaptation de l'environnement, en essayant de sélectionner, etc. Du coup, au niveau de la présentation d'entreprise, parce qu'effectivement, ça joue dans la manière d'appréhender les moyens qu'on peut ou ne peut pas mettre en place. Est-ce que tu peux t'approcher de ton ordinateur parce que le son, beaucoup de personnes ont du mal à t'entendre. D'accord. C'est mieux là? Oui, c'est mieux. Bon. On est une entreprise de 15 personnes. Voilà. Donc ça reste un effectif. Non, c'est toujours pas très bon. Ouais, Alors, selon ce que tu regardes, on t'entend plus ou moins bien. Regarde la caméra, en fait. ouais, et je vais voir s'il n'y a pas une touche Voilà. micro là. Quand tu regardes la caméra, c'est parfait. Là, Là, c'est top, là. Quand tu es vers le clavier, Ok. c'est parfait. Donc on est une entreprise de 15 personnes, on est basé en Isère, Très bien. entre Chambéry et Grenoble. On fait du gros œuvre. Donc ça, c'est, je pense, un autre avantage par rapport à beaucoup de corps de métier de la profession. C'est qu'on travaille au grand air. Nous, dès le début, on a pris le parti de, on va dire, mettre tout ce qui était possible de mettre en place pour ne pas s'arrêter. Parce que on pensait que si on envoyait tout le monde à la maison, ce serait très dur de ressortir. Et notamment parce que le début du confinement, dans les régions autres que, on va dire, Île-de-France et Grand Est, le début du confinement, ça coïncidait même pas forcément avec le début de l'épidémie, parce que nous, l'Isère, on a été déclaré département épidémique assez tard, donc environ une dizaine de jours plus tard. Donc, nous, on a fait un peu un tour d'horizon des risques. On a rapidement identifié le risque du repas le midi, forcément de la prise de poste le matin. Donc, on a remis la distanciation sociale. On s'est tenu à 2 mètres les uns des autres. Donc, ça, dès le lundi qui a suivi la mise en place du confinement. On avait identifié la nécessité de renforcer les mesures d'hygiène à 200%. Donc, on a fait rentrer un stock de gros pots de lingettes nettoyantes là, de chantier pour que chaque ouvrier ait son pot et qu'il n'y ait pas de pot qui circule entre ouvriers, quoi. En fait, on a essayé de miser sur une sorte d'individualisation du petit pactage anti-coronavirus, quoi. Et ensuite, la stratégie, ça a été d'essayer d'identifier, plutôt que de chercher tous les moyens de protection possibles et imaginables, sachant que tous les masques étaient réquisitionnés, que on ne savait pas encore comment se fournir, où se fournir des produits désinfectants, etc. On a essayé de voir dans quelle mesure on pouvait travailler en s'affranchissant d'avoir des masques. Donc, on a privilégié des trajets très courts, des chantiers à proximité du dépôt. On a arrêté d'aller dans les bases vies des chantiers. Donc, ça allait avec le fait de prendre des chantiers très proches, c'est qu'on s'est recentré sur notre dépôt, parce que là, on maîtrisait le nettoyage des locaux et la désinfection. On a mis donc des pots de distributeurs de lingettes individuelles par personne. On a limité dans un premier temps les effectifs dans les camions à 2 dans les véhicules 3 places la première semaine du confinement, et ensuite on est passé à 1 par véhicule, le temps de s'organiser. Et on a complètement redistribué l'effectif pour que l'équipe la plus nombreuse se limite à 3 personnes, et ainsi essayer de limiter les échanges entre les gens en interne dans notre petite organisation. Et ces équipes-là, elles sont devenues fixes, donc ça fait 1 mois qu'elles n'ont pas changé. Là où d'habitude, on avait quand même des petites interversions selon les phases de chantier pour optimiser, que ce soit une phase de bétonnage ou de coffrage, etc.
Là, on a arrêté les optimisations de ce type-là pour privilégier des équipes fixes dans les véhicules attitrés et en fait limiter complètement le brassage en interne dans l'entreprise. Donc, de là, on a établi une espèce de petite procédure règle du jeu. Je pense qu'un des points clés, c'est que cette procédure elle a été faite en concertation avec les gars. En gros, la règle du jeu elle a été claire. Moi, je leur ai dit que on allait mettre tout ce qui était possible de mettre en place, que toutes les bonnes idées elles étaient la bienvenue. On a démarré un peu en mode brainstorming le premier lundi. Là. Et j'ai dit, tant qu'il y aura du monde à venir, l'entreprise va rester ouverte de toute façon. Donc, on est parti dans cette dynamique-là et les gars, ils se sont quand même pris au jeu. Et finalement, on a essayé de mettre en place des choses qui sont de l'ordre du B à bas, mais qui, pour faire du gros œuvre au grand air, sans riverain, sans présence des clients, sans présence de la maîtrise d'œuvre, finalement, à nous a paru acceptable dans un premier temps. Donc, on a établi une espèce de procédure règle du jeu en interne. On a eu, donc ça c'était le premier mercredi après le confinement. On a eu un échange avec la Fédé, un aller-retour, ça a dû passer par les services de l'OPPBTP, ça nous est revenu le jeudi, très vite, avec 2-3 pistes d'ajustement, d'amélioration qu'on a mis en place. Et cette procédure-là, elle est venue alimenter notre document unique qu'on a mis à jour le vendredi. Et on est parti dans cette dynamique-là pour démarrer la période. L'avantage qu'on a eu, c'est que les gars ayant été impliqués dans un peu la mise au point de cette procédure, je pense que j'ai peut-être oublié des choses, mais l'avantage qu'on a eu, c'est que au fur et à mesure des fermetures, etc., ça discute beaucoup. La profession, c'est un petit monde. Et nos gars, ils n'ont pas du tout eu l'impression de venir au bagne chez nous, quoi. Ils ont eu l'impression de venir dans l'entreprise, appliquer des règles du jeu qu'ils ont établies avec nous et pour essayer de continuer le boulot autant que ce serait possible de continuer. Et ensuite, finalement, ces règles du jeu, on a réussi à les faire évoluer au fur et à mesure de la progression de l'épidémie et puis de tout ce qu'a pu ont pu nous alimenter les différents acteurs de la profession, que ce soit la Fédé qui a envoyé beaucoup de choses, l'OPPBTP et puis les maîtres d'œuvre sur nos chantiers qui avaient aussi pas mal de bonnes idées. Et on a réussi à faire évoluer. On est passé ensuite au 1 par véhicule. On a récupéré des petits flacons individuels de gel désinfectant. Donc là, à nouveau, on a misé sur le côté pactage individuel. Donc les gars, ils ont leurs flacons et on les leur recharge. On a utilisé les gants de chantier quasiment en usage unique. Les gars, ils passent 2 paires de gants par jour. En gros, c'est port des gants obligatoire toute la matinée. On jette les gants à midi et on en reprend une balle neuve l'après-midi. Donc, on est loin des sujets d'économie de matériel, de réduction des consommations ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, on a essayé de faire un peu du bête et méchant, là. On a la chance d'avoir une période météo, nous, un peu exceptionnelle là, sur le département. Donc, on a la chance de manger dehors depuis que le confinement a débuté. Donc, tous les repas du midi se font dehors. Et donc, on a sélectionné nos chantiers, on a arrêté toutes les réhab intérieures. On a privilégié des chantiers à fort espace avec très peu de riverains. On n'a aucun contact avec nos clients, on n'a aucun contact avec les maîtrises d'œuvre. Nous, au bureau, on maintient le contact par téléphone, mail, et puis on se relaye. Si vous voulez, les maîtres d'œuvre, ils passent sur le chantier, nous prennent des photos. Nous, on repasse derrière, on prend nos photos, on répond, et pour l'instant, on s'organise comme ça. Et voilà un peu la manière dont on a maintenu l'activité. Après, ça reste on n'a pas pu aller beaucoup plus loin que, on va dire, le bon sens, et avec les avantages qui étaient les nôtres quand on les a mis en place, c'est-à-dire que 1, on n'a pas un très gros effectif, 2, on avait beaucoup de véhicules, 3, on avait beaucoup de chantiers, donc on n'a pas trop souffert en gros 20-25% de chantiers qui ont fermé immédiatement, et 4, on fait du gros œuvre, donc on a la possibilité d'aller au grand air. Quand vous mettez 3 personnes sur une parcelle de 1000 m², vous avez moins de chances de faire de la contagion que des plaquistes ou des ventilateurs
qui doivent intervenir dans des couloirs, dans des espaces exigus et systématiquement en intérieur. Merci beaucoup, Xavier, pour ce témoignage. Alors, en effet, comme tu le dis, bon, quelques éléments, quelques facteurs favorables pour mettre en œuvre, mais beaucoup de bon sens, une analyse de la situation et je retiens également une communication très tôt avec toutes les équipes et vraiment un dialogue, comme point sur lequel a insisté Karine, et ce qui sera également conforté par les deux autres témoignages que l'on aura ensuite. Je t'invite, Xavier, on va laisser rendre la parole à Lionel, à regarder les quelques questions qui te sont posées en direct, si tu peux apporter des éléments de réponse à tes collègues qui t'interrogent sur certains points bien précis. Ça marche. Merci. Merci à toi, Lionel. Oui, merci pour ce témoignage. Par contre, je suis obligé de réagir. Il n'y a pas de dispositions bêtes et méchantes. Les dispositions qui ont été présentées, elles sont fortes, intelligentes et raisonnées. Je plaisante, mais c'est vraiment ça. En fait, on peut faire simple, on peut faire efficace. Par contre, il y a des décisions à prendre et on a eu des exemples. La problématique traitée n'a pas été, mais dans le fond, est-ce que j'ai suffisamment de gants? Est-ce que j'ai des masques? Voilà. Non, on choisit les chantiers, on fait de la priorisation. C'est de l'évaluation des risques. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai les moyens? Il y a des chantiers, je ne peux pas gérer. Voilà. Oui, il y a d'autres chantiers sur lesquels je peux intervenir. Eh bien, on privilégie cela. Oui, au lieu de réfléchir dans le véhicule comment je vais gérer, eh bien, parce que l'entreprise le reconnaît, elle avait l'opportunité, elle avait une certaine disponibilité en termes de matériel, eh bien, elle a mis un véhicule par personne plutôt de se gratter en se disant bah, tiens, je mets un masque, je ne mets pas de masque. Voilà. Donc, on sent que l'organisation, le travail en amont sur la prévention, je reviens sur la prévention primaire, est beaucoup plus forte et beaucoup plus simple, bien sûr, quand on a les moyens, mais elle est surtout beaucoup plus efficace que d'aller chercher une solution en disant tiens, les gants, oui, combien de gants, une fois par jour, une fois par heure, voilà. Donc, c'est plutôt ce souci de réflexion en amont qui est indispensable. Et là, on a eu plein d'exemples. Il n'empêche que derrière, il y a des dispositions purement techniques, nettoyage, lingettes à disposition, voilà, mais ce qui est indispensable, là, il faut continuer à les mettre. Mais d'abord, en premier, et on revient toujours à ce terme en termes de prévention, qui est l'évaluation des risques. Qu'est-ce que je peux faire? Je maîtrise, oui, non. Et si je ne maîtrise pas, il y a eu des choix sûrement difficiles en disant à certains clients, non, aujourd'hui, on ne peut pas traiter votre chantier. Voilà. Donc ça, c'est la position du chef d'entreprise, c'est le décideur. Et alors, je ne veux pas dire qu'il est le garant de cette analyse. Au travers des différentes dispositions qui ont été présentées, on retrouve, et j'en suis ravi, on retrouve les différents déterminants d'une opération. Il nous a été présenté les dispositions sur la main-d'œuvre, avec les relations en interne comme en externe. Un élément aussi, une question qu'on aurait pu poser dans le fond, c'est mais y a-t-il eu des salariés qui ont été écartés? Est-ce que l'ensemble des salariés a été mis sur le chantier? Et je peux donner la réponse parce que il y a un des salariés de cette entreprise qui est un chauffeur qui a été identifié comme à risque et qui a dès le début été protégé en l'isolant. Bien sûr, qui dit changement de l'effectif, ça demande une réorganisation, une redistribution de certaines tâches, de certaines compétences. Et voilà, toute l'intelligence dont vous devez faire preuve, c'est redistribuer les bonnes personnes au bon endroit, sachant qu'on est en situation dégradée. Que, normalement, effectivement, on a la situation normale, dégradée et accidentelle. Et pour ne pas arriver à l'accidentelle, on est déjà là dans une situation dégradée avec une main-d'œuvre qui est un petit peu perturbée, une organisation qui sera un peu perturbée, des matériels et des matériaux qui seront peut-être disponibles ou moins disponibles. Dans le cadre de cette entreprise, on sait aussi qu'ils sont autonomes, ils ont la chance, ils ont l'opportunité, ou ils sont créés les opportunités d'être autonomes au niveau du béton. Alors, je ne sais pas quelle est la capacité de production, mais en attendant, ils ont cette disposition, ce qui veut bien dire aussi que chaque situation d'entreprise est spécifique. On a des dispositions alors, qui ont été évoquées par rapport au matériel.
Voilà, individualisation, c'est un des grands principes pour éviter d'avoir effectivement à nettoyer à chaque fois les éléments avec une lingette ou pas de lingette. Et voilà, ben non, en fait, chaque personne a son matériel. Oui, ça demande une disposition, une organisation nouvelle, alors qu'avant, effectivement, on avait un matériel qui pouvait être commun. Bien sûr, dans cette situation dégradée, je leur dis bien, c'est ça aussi. Les méthodes ont été réévaluées, réestimées en fonction des phases d'ouvrage. Quelle situation l'ouvrage se trouve-t-il? Mon activité faisable, pas faisable, compatible, voilà. Et puis, quelle phase de travail? Dans quelle phase de travail mes salariés sont-ils? On a entendu là qu'il y avait des équipes qui s'étaient limitées à 3. Alors, on va se poser la question, tout pourquoi 3? Peut-être qu'à 2, en gros œuvre, il n'y a rien de faisable et les journées sont très longues. Peut-être qu'à 4, on arrive moins bien à maîtriser l'exposition et le matériel. 3, c'est peut-être dans ce cadre d'activité, je le redis bien, dans ce cadre de chantier d'activité dans le contexte de l'entreprise, eh bien, c'est la solution qui a été choisie et qui, a priori, a l'air de porter ses fruits. Et c'est ce qu'on souhaite à l'entreprise. Et puis, le dernier élément, les déterminants d'une situation, c'est le milieu. Et là, on comprend bien que, alors d'abord, ces 5 éléments sont en interaction. Dès qu'il y en a un qui change, eh bien, les autres doivent être réévalués. Mais on sent bien aussi qu'aujourd'hui, le milieu, alors que c'était déjà une difficulté dans le monde du BTP, dans nos activités, c'est la maîtrise du milieu. Il y a de la coactivité, il n'y en a pas. Vous êtes dans la plaine, vous êtes en montagne, vous êtes en ville, au centre-ville, ou vous êtes isolé dans un champ. Donc déjà, le milieu, c'était déjà difficile. Le milieu change tout le temps. Et aujourd'hui, le milieu est encore plus dangereux. Oui, on peut le dire. Le milieu est encore plus dangereux. Donc, il demande encore plus d'analyse. Qui dit milieu dit effectivement donc où je me trouve, est-ce qu'on a de la coactivité ou pas. Et là, le choix a été fait, on n'a pas d'activité en coactivité. On est tout seul sur les chantiers. Sinon, on ne sait pas faire, on ne maîtrise pas. Et puis, je reviens sur le milieu, c'est l'organisation des secours. Hein. Il ne faut pas oublier. Alors, au niveau de l'organisation des secours, je voudrais juste revenir sur un des éléments. Là, on se concentre et l'objet de ce débat, c'est le Covid-19. C'est très bien, il faut en parler parce que c'est éminemment dangereux et on voit les conséquences. Ne négligeons pas l'ensemble des autres risques professionnels qui tournent autour. Même avec un masque sur le nez et des lingettes dans la poche, rien ne vous empêche de tomber. Voilà, donc, ou d'être enseveli. Donc, ne négligeons pas les autres risques professionnels. Le Covid-19 est une contrainte nouvelle, supplémentaire, qui vient se greffer sur l'ensemble des autres risques. Ça vient se greffer et ça peut même engendrer de nouveaux risques. Une lingette humide, est-ce que c'est glissant? Des gants, est-ce que c'est compatible avec la tâche à réaliser? Un masque sur le nez, est-ce que ça facilite les efforts physiques, la respiration ou pas? Quelle est l'activité qu'on réalise? Voilà, est-ce que le champ de vision est toujours le même? Et ainsi de suite. Donc, attention, nous avons, avec le Covid-19, des risques nouveaux, un risque nouveau, mais par contre, les autres sont toujours d'actualité. Ne les négligeons pas. Une remarque peut-être, quelqu'un? Non? Peut-être, Lionel, il Oui. me semble qu'à ce moment, après la détermination de la méthode des 5e, on pouvait faire intervenir Nicolas avec une démarche mise en place de plan de continuité d'activité et de façon à reboucler avec cet élément qu'on évoquait au début du PCA. C'est cela? Tout à fait. On va voir avec notre intervenant suivant, qu'on remercie d'ailleurs, qu'en fait, toute cette logique qui est transposée, toute cette logique d'analyse qui est transposée dans les documents qui vous sont proposés, qui sont des documents d'aide, mais qui sont aussi cette logique que vous avez transposée vous-même dans vos propres documents pour démontrer la maîtrise ou la non-atteinte des objectifs ou de la possibilité d'intervenir. Eh bien, ces documents peuvent aussi avoir une force pour vous, doivent avoir une force pour vous, hein, déjà que vous s'embêtez à les faire, autant que ça soit utile. Et là, on va voir effectivement le cas de l'exploitation d'un de ces documents qui est le PCA.
le plan de continuité, le plan d'activité, le plan de continuation d'activité, eh bien, on va voir à travers cet exemple à quoi ça peut servir et comment ça peut être une force pour l'entreprise. Et là, effectivement, je laisse la main. Donc, on va laisser la parole pour illustrer le PCA à deux situations d'entreprise différentes. Donc, Nicolas Lai qui va commencer, et ensuite Marie Dupuis-Courte et puis Jessica Hautecoeur qui nous diront comment ils ont mis ça en place en Normandie et avec la déclinaison que ça a chez eux sur notamment la notion de travail collectif, d'implication des équipes et de redéfinition des rôles. Allez, Nicolas, on commence par toi. Et on reste en Isère. C'est le hasard. Bonjour à tous. Donc, du coup, je suis Nicolas Lai. Je gère l'entreprise Lai Plâtrerie du même nom. Et comme Xavier le faisait remarquer aimablement tout à l'heure, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué d'être en intérieur en ce moment sur des travaux intérieurs que sur des travaux extérieurs. Donc, ce qu'on a fait pour situer en 2 mots, donc, on est une entreprise actuellement, on est 65 salariés. Sur ces 65 salariés, on a recommencé l'activité partielle en fonction des chantiers disponibles, bien sûr, parce qu'on rencontre aussi beaucoup de chantiers fermés sous OS d'arrêt de chantier par nos maîtrises d'ouvrage. Aujourd'hui, j'ai environ une quinzaine de salariés qui sont retournés au travail depuis le 1er avril. Donc, dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'était bien sûr un travail commun. Nous, ce qui s'est passé à partir du moment où le confinement a eu lieu, il y a clairement eu, comme chez tout le monde, un gros vent de panique sur l'ensemble des chantiers. Et du coup, la quasi-totalité de l'effectif de l'entreprise s'est arrêtée le jour du confinement en partant de ce principe-là, en se disant que justement les travaux en intérieur étaient quelque chose de compliqué à mettre en œuvre sur des équipes pouvant atteindre des fois jusqu'à 7, 8, 10 personnes sur un même lieu de travail, en tout cas pour mon entreprise, sans parler de la coactivité. Donc, partant de ce principe-là, alors on a mis quand même un peu du temps à réfléchir, à déjà comprendre ce qui nous arrivait. Et étant entrepreneur comme vous tous, il a fallu rebondir aussi et commencer à se poser les bonnes questions. Je sais que Lionel, du coup, après qu'on ait échangé, vous n'allez pas forcément apprécier. Je me suis fortement inspiré d'un des premiers plans de continuité qui a été non officiel, mais qui pour moi a été quand même une aide de travail, dans le sens où à partir du moment où les salariés du coup se sont arrêtés, on a forcément continué à travailler à l'entreprise au sein des bureaux, en tout cas. Là, je suis dans mon bureau actuellement. Et donc, du coup, mis en place ce plan de continuité. Le plan de continuité, en fait, si vous voulez, je l'ai remis à ma sauce dans le sens où je me suis servi forcément des bonnes pratiques préconisées par l'OPPBTP. Et du coup, pour moi, c'est également un document de travail. Donc, c'est un document de 10 pages que j'ai remis à ma sauce, du coup, enfin la sauce interne de l'entreprise. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose clairement qui me sert de fil conducteur entre le bureau, mes salariés et du coup le chantier, dans le sens où, de mon point de vue, étant donné les coactivités possibles à l'intérieur des chantiers, notamment sur la plaquisterie, on est toujours en permanence avec des électriciens, des plombiers, des menuisiers. Il a fallu tout de suite réagir et se dire je vais mettre mes gars en sécurité pour justement essayer, enfin prétendre pouvoir continuer notre activité. Donc en fait, moi, ce plan de continuité, c'est quelque chose, c'est un support dont je me sers. Et là, aujourd'hui, la quinzaine de salariés qui est revenu sur le chantier, pour moi, c'est quelque chose que je leur ai donné. Tout simplement parce que tout à l'heure je voyais des commentaires par rapport à faire signer des choses au personnel et autres. Pour moi, c'est pas du tout approprié comme genre de démarche, dans le sens où c'est bien sûr sur la base du volontariat. Après avoir tenu nos gars informés de comment ça allait se passer au sein de l'entreprise, chacun nous a fait part de sa volonté ou non de prendre part à cette continuité-là. Et donc, du coup,
le plan de continuité, dedans, c'est quelque chose, forcément, on rappelle ce qu'il faut savoir, les différents réflexes à adopter, à savoir tous les gestes barrières qui, on l'entend assez, sont quelque chose qui est la base même du problème, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et ensuite, ce plan de continuité, j'informe mes salariés de la manière à laquelle j'ai réfléchi pour reprendre l'activité à l'intérieur. Donc forcément, la distanciation sociale étant le maître mot dans cette histoire, il a fallu réfléchir à chaque chantier, trouver des zones de travail adaptées pour chacun, pour justement essayer de ménager ce travail. Alors, encore une fois, pour moi, ce n'est pas des travailleurs isolés. À chaque fois, chaque remise au travail, c'était des personnes, c'était à minima des binômes, mais qui, sur les chantiers que j'avais déterminés, qui pouvaient travailler, un à faire un faux plafond et son collègue derrière à faire des cloisons ou autres, d'ailleurs, quelques mètres plus loin. Ça, pour moi, c'était la base de l'activité, et comme ça me permet la base de la réflexion, pardon, et ça me permettait de déterminer sur le chantier comment ça pouvait se passer au sein de l'entreprise. Et du coup, pour moi, le plan de continuité, je l'ai extrapolé aussi en le diffusant à chacun des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage et des SPS, parce que bien sûr, on a repris l'activité avant que chacun des PGC des chantiers soit remis à jour. Et donc, en fait, pour moi, c'était une manière clairement d'annoncer la couleur et de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai des gars motivés. Je leur ai fourni leurs EPI parce que, bien sûr, je n'ai pas remis les gars au travail sans leur avoir fourni les EPI. J'ai d'ailleurs annoncé là-dedans, dans mes plans de continuité, la liste des EPI disponibles pour mes gars. Et donc, du coup, voilà, cette information-là transmise auprès de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, ça permettait de dire, voilà, j'ai l'intention de redémarrer mon chantier, je vais m'y prendre de telle manière, à tel étage. Mes gars, parce que du coup, à chaque fois, je fais des petites consignes sur le chantier avec des localisations sur les zones d'accès, comment mes salariés se rendent sur le chantier, les différentes zones de travail, l'étage, les différentes zones de travail, les procédures qu'on a mis en place. Voilà, c'est vraiment pour moi le plan de continuité. J'ai pas repris stricto sensu la trame de l'OPP BTP, mais par contre, je l'ai un peu détourné pour faire en sorte que ce soit un document de travail commun. Parce que bien sûr, sur la base du volontariat, les salariés, on ne peut pas les forcer à revenir sur le chantier. J'ai eu des refus et des gens qui ne se sentaient pas clairement de retourner sur les chantiers. Très bien. Ceux qui étaient motivés, du coup, pour moi, c'est un plan d'information à tout le chantier pour dire je m'y prends de telle manière. Et c'est un lien entre moi, mon salarié, et le chantier dans sa globalité pour dire, voilà, je souhaite reprendre de cette manière. Et clairement, voilà, c'est le détournement que j'en ai fait. Et aujourd'hui, je vais, pour chacun des chantiers, parce qu'ils sont bien sûr nominatifs, il y a le référent Covid-19 cité à l'intérieur. Et donc, voilà, c'était pour moi une manière d'annoncer la couleur, de ne pas travailler dans mon coin et que tout le monde se sente concerné pour limiter justement les risques pris par chacun sur les chantiers. Nicolas, par rapport à cette question de volontariat justement et d'engagement de tes collaborateurs, Karine souhaitait apporter une précision sur ce qu'on pouvait demander comme engagement de chacun. Tout à fait. Donc, la question a été posée. Nicolas, vous réagissiez. J'abonde dans votre sens. Alors déjà, d'un point de vue relations humaines, échange avec les compagnons, je pense que ce n'est pas du tout le moyen adapté de leur dire faut que tu reviennes et je te fais signer un petit papier. Je pense que ce n'est pas le bon message. Et surtout, ça ne vous dédouane en aucun cas de votre responsabilité en termes de santé, sécurité au travail. Vous ne pourrez pas vous appuyer sur ce document si par malheur, par mégarde, le compagnon venait à contracter le virus. Si l'un ou l'autre des gars de l'équipe venait à contracter le virus. Le fait de lui avoir fait signer la déclaration comme quoi il accepte de revenir sur le chantier ne vous allège en rien.
de votre responsabilité pleine et entière de garantir sa santé, sa sécurité. Donc, d'une part, je pense que dans la relation que vous avez avec vos compagnons, avec vos équipes, ça n'est pas forcément une bonne solution. Ça ne sert à rien d'un point de vue juridique et administrativement, c'est encore un papier de plus. Alors, je vais faire un trait d'humour, c'est une source de contagion en plus. Donc, épargnez-vous cela. Et je profite, Guillaume, d'avoir la parole pour vraiment remercier Nicolas. Détournez autant que vous voulez les outils OPP, copiez-les, transformez-les, vous les améliorez de fait quand vous vous les appropriez. Nous ne sommes pas dans chacune de vos entreprises, ils sont là pour être détournés par vous, pour vous les mettre à votre main. Donc, l'exemple que vous nous donnez, bravo, parce que vraiment, vous en avez fait un outil de pilotage d'une situation de crise, donc vraiment félicitations. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Merci, Karine. Quelque chose à ajouter, Nicolas, ou on demande à Marie peut-être? J'avais juste une toute petite question pratico-pratique. Aujourd'hui, on voit justement cette nouvelle dynamique par rapport au PGC se mettre en place, la mise à jour des PGC sur les chantiers. Et depuis ce matin, même d'ailleurs depuis hier soir, il y a pas mal de coordinateurs SPS qui nous demandent clairement de remplir la trame OPP-BTP alors que tout est déjà cité dans nos plans de continuité. Et le SPS nous dit ah non, mais il faut quand même remplir cette trame de l'OPP-BTP, enfin cette trame pour annoncer justement comment on continue l'activité. Pour moi, j'en vois pas forcément l'intérêt. Après, je ne vais pas m'y opposer non plus, mais pour limiter un minimum la paperasse, je pense que du coup, à partir du moment où on a fait ça, et ça, ça date, c'est tout frais, ça date d'hier soir, donc les premiers retours dans ce sens-là. Lionel, je pense qu'on peut rassurer Nicolas et l'ensemble des entrepreneurs qui sont en face de nous. Alors, il y a un effet qu'on ne mesure pas, c'est comme l'OPP-BTP a été sollicité pour écrire ce guide, on nous octroie des pouvoirs que nous n'avons pas et surtout des pouvoirs coercitifs. Depuis 1985, je rappelle que l'OPP n'est plus un outil de contrôle et que tout ce que l'on fait n'a aucune valeur obligatoire. Donc, un CSPS aujourd'hui, je pense, a besoin de se rassurer lui aussi. Il est l'échelon entre la maîtrise d'ouvrage et vous et se dit peut-être, à tort ou à raison, mais se dit peut-être qu'en appliquant stricto sensu le document de l'EPP de BTP, il se protège. Non. C'est de la méthode. C'est un outil d'aide à la remise en place de l'activité. Il vous accompagne, mais ce que vous avez fait est tout aussi pertinent que le document strict de l'OPP-BTP. Parce que ce qu'il faut savoir, alors j'ouvre peut-être un peu le débat, on ne va peut-être pas tergiverser là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le guide de l'OPP-BTP était attendu un peu comme le Saint Graal par toute la profession du bâtiment. Dites-vous. Oui, non, mais je pense que vous en êtes bien consciente et qu'à aujourd'hui, la quasi-totalité, ma boîte mail aujourd'hui a explosé. La totalité des remarques, c'était le SPS doit mettre à jour son PGC en fonction du guide de l'OPP-BTP et clairement, la totalité de ce qui est cité dans le guide est pris comme argent comptant. Donc, c'est quelque chose qui peut devenir à terme problématique, bien que c'est des bonnes pratiques et autres. Mais voilà, il y a déjà, quelques jours après, une lourdeur qui est en train de se créer. Oui. Alors, alors, pour vous éclairer l'ensemble de vos collègues sur cette thématique de la coordination, nous sommes en train de travailler avec tous les acteurs de la coordination, puisque l'OPP-BTP avait été sollicité par eux il y a de ça 2 ans pour les accompagner dans l'écriture d'un livre blanc de la coordination SPS. Ils nous ont de nouveau sollicités pour faire une déclinaison très pratique de ce guide pour eux, dans leur mission à eux, qui ne sont pas des entreprises et qui permettront justement, j'espère, de corriger ces travers que vous nous évoquez, Nicolas, on prend tout argent comptant, on applique tout. Voilà, on est à l'écriture de ça, jour-nuit, si j'ose dire. On est sur les dernières corrections et on espère que ça sorte avant vendredi ou au plus tard lundi matin. Donc, eux aussi seront accompagnés par nous pour les aider à regarder ces mêmes mesures, ces mêmes gestes barrières, ces mêmes préconisations, mais sous l'angle de la coordination et non plus en essayant de faire rentrer leur mission dans un guide qui n'est pas pour eux au départ, qui est bien pour vous.
Et clairement, pour conclure, après, justement, le plan de continuité, vous parliez de coordination. À mon avis, c'est même pas à mon avis, c'est sûr, c'est une des clés de la continuité des chantiers. Parce que forcément, on va arriver à une densité sur les chantiers, comme j'espère en tout cas, comme on l'avait à la grande époque il y a encore quelques semaines. Et justement, faire un point précis des tâches à réaliser, des zones et de la manière qu'on a de travailler, c'est à mon avis une des clés des jours à venir pour justement limiter cet effet de masse qu'on peut trouver. Donc, je vous invite à vraiment détailler vos interventions et à dire à vos coordinateurs de chantier, on va s'y prendre de telle manière, en tout cas en interne, et à eux après de faire cette synthèse-là. Voilà. Merci Nicolas, ça nous aide ce retour. Merci beaucoup Nicolas, parce qu'en plus ça permet complètement de faire la transition et de voyager jusqu'en Normandie. Et en plus, on va féminiser l'intervention avec Marie et Jessica. Jessica, si tu peux réactiver également ta caméra, comme ça on te verra aussi si tu le souhaites. Donc vous avez, vous également, travaillé sur la mise en place d'un plan de continuité. Donc on vous invite à nous dire comment vous vous y êtes prise, après bien sûr la présentation, et ce que ça vous a apporté comme réflexion sur le fonctionnement de l'entreprise. Alors, nous, pour remettre un peu dans le contexte, donc l'entreprise est située à Rouen, enfin au-dessus de Rouen, en Normandie. Donc, on a 31 personnes qui interviennent sur le chantier et 8 au bureau, sur des activités de couverture, charpente et aussi maçonnerie. Alors, il y a 6 mois à Rouen, nous avons subi un événement qui était donc l'explosion partielle de l'usine Lubrizol, qui a dégagé dans l'air un certain nombre de fumées et qui a impacté l'activité sur Rouen pendant quelques jours. Et puis, il y a 4 semaines maintenant, donc ce Covid-19. Alors moi, ces événements, même si je suis pas très superstitieuse, mais je me dis mince, allez, jamais 203, c'est quoi la prochaine? Et donc, l'idée, c'était de faire un outil du plan de continuité d'activité, mais je vois que Nicolas, on a fait un outil très opérationnel. Moi, j'ai voulu en faire un outil plus de stratégie et de management. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, donc il peut arriver des événements complètement indépendants de notre volonté et qu'on ne voit pas venir, et comment on essaie de préserver absolument la société. Alors, le maintien d'activité, dans ces activités les plus essentielles, et aussi tout en protégeant les salariés. Et puis, je me suis même dit à l'extrême, OK, le Covid, ça veut dire que demain, si moi je suis atteinte du Covid et que je suis sous réanimation, qu'est-ce qu'il est, même si on a continué l'activité nous aussi, quid de mes collaborateurs, qui prend quoi comme décision et tout ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment de repartir, de se dire quels sont les dangers auxquels l'entreprise peut être confrontée, avec un état des lieux et puis tout ce qui peut perturber. Donc, bien évidemment, un risque sanitaire, un risque maladie, et puis un trouble extérieur, donc, lister un peu tous les dangers. Et puis, se dire qu'est-ce qu'il faut au minimum pour maintenir l'activité de l'entreprise et des collaborateurs en toute sécurité. Donc, finalement, c'est aussi de se lister les EPI absolument minimum nécessaire. Quel est notre stock aussi, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, des entreprises sont contraintes d'arrêter parce qu'elles n'arrivent pas à se faire approvisionner. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériaux et matériel minimum pour être sûr d'être indépendant. Et à partir de là, il faut bien évidemment essayer d'élaborer un certain nombre de scénarios et de se dire, dans tel cas, qu'est-ce qui se passe, comment on formalise telle ou telle procédure pour se dire que l'entreprise doit essayer, dans la mesure vraiment du possible et du respect de la sécurité, de continuer son activité. Et puis, pour moi, j'y vois aussi le fait de rédiger ce document. Donc, nous, on est en cours de rédaction. Il n'est pas encore finalisé parce qu'on n'en a pas fait donc un outil à remettre systématiquement aux collaborateurs. C'est un outil qu'on veut co-construire. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, le télétravail nous facilite pas toujours la tâche parce que, on voudrait partager un peu plus quand tout le monde va revenir à la fin du confinement.
Mais c'est aussi pour me dire, demain, il intervient vraiment un événement non prévu, que chacun sache ce qu'il a à faire. Finalement, qu'on ne cède pas à la panique et que chacun sache ce qu'il est attendu de lui, son rôle et comment il est un rouage de tout l'ensemble et comment il contribue à maintenir ou à sauver ou à faire perdurer l'activité de son entreprise. Donc voilà, principalement, nous, les deux enjeux qu'on a vus à cet outil, donc du plan de continuité d'activité, qui est la stratégie et le management. Donc, quelque part, c'est se recentrer aussi sur ses fondamentaux et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on sait faire, quelles sont les choses qu'on peut faire ou qu'on pourra maintenir un maximum et comment on le fait demain pour accompagner tout le monde. Sur le plan… Donc Jessica, s'il est un peu collée, elle a plein de questions aussi pour ses collègues en disant moi j'ai eu telle ou telle idée. Et c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment faire un document d'équipe. On ne peut pas le faire tout seul dans son coin. C'est pas un manuel de procédure. On est bien d'accord. Il y aura forcément des procédures à l'issue, mais qui doivent être pensées tout ensemble en disant qu'est-ce que chacun peut apporter, justement en se disant même moi, si je suis chez moi, je sais faire ça à distance, je peux faire ça, je peux organiser telle chose et je contribue au maintien de l'activité de l'entreprise. Alors, Jessica, justement, sur le plan pratique, quels outils, quelles ressources ont été utilisées? Voilà, donc moi je suis partie d'un général entre guillemets, comme expliquait Madame Dupuis. J'en ai retiré par rapport à des documents avec l'OPVTP, des exemples d'autres entreprises où j'ai pris par exemple des cellules de gestion d'incidents en fait, où on détermine, puisque nous on est 8 au bureau, donc on peut avoir plus ou moins chacun un rôle, et où on détermine tous les rôles liés à un incident qui se passe en général. Et tout ça, voilà, faut que j'approfondisse avec mes collaborateurs, avec mes collègues pour voir quel point eux ils souhaitent aussi avoir et qu'est-ce qu'on peut y rajouter, quoi. Alors, une question supplémentaire, puisque vous travaillez donc sur cette définition des rôles et comment on va réattribuer, c'est un petit peu ce que disait aussi Nicolas. Marie, tu évoquais que pour le moment, vous êtes en effectif plus restreint. À un moment donné, tout le monde va revenir, d'autres vont rejoindre l'entreprise et donc vont réintégrer ces nouvelles règles et ces nouvelles pratiques. Comment est-ce que vous avez déjà prévu, est-ce que vous pouvez nous dire, cette diffusion, infusion des nouvelles pratiques au fur et à mesure que chacun va rejoindre les troupes? Il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui sont toujours là, donc on informe au fur et à mesure, hein, bien évidemment, parce qu'il y a des équipes qui continuent toujours sur les chantiers. Nous, on fait un point régulier aussi, parce que j'imagine que vous l'avez évoqué, mais on fait avec le télétravail, on a mis en place des outils un peu comme celui-ci. C'est pas Zoom, mais c'en est un autre, parce que c'est important, je pense, pour toutes les équipes aussi, qu'on puisse se voir au moins une fois la semaine, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude dans le bâtiment d'être toujours tous en équipe, que ce soit sur les chantiers ou au bureau, se retrouver tout seul, et c'est chez soi ou à l'entreprise, je peux vous dire que ça change quand même pas mal la chose. Donc aujourd'hui, on essaie de suivre… on fait au moins un point tous en équipe en visio la semaine, et puis après on a des échanges individuels. On en avait un tout à l'heure en début d'après-midi sur la mise en place donc de toutes les préconisations du guide. Et l'idée, c'est aujourd'hui, on s'appuie aussi sur le management intermédiaire, c'est-à-dire les chefs d'équipe, pour les responsabiliser, pour que eux puissent être, j'allais dire, les premiers garants de la sécurité du chantier. Ils ont aussi tous des clauses de délégation d'hygiène, donc quelque part ce seront nos premiers référents. Quand je pense notamment au guide au questionnaire sur la santé des collaborateurs, le chef d'équipe, c'est quand même le premier à identifier s'il voit qu'un collaborateur présente des signes sur le chantier un peu qui évolue. S'il voit quelqu'un qui se met à tousser, lui, ce sera notre premier relais. Donc, il y a la volonté derrière d'aller, pour Jessica qui est référente chantier,
d'aller sur chaque chantier pour pouvoir bien réexpliquer à chaque chef d'équipe les nouvelles préconisations du guide, qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qu'on faisait la semaine dernière avant l'apparition du guide. Et puis, alors, moi, les chefs d'équipe qui sont actuellement en fonction, je les ai tous les jours au téléphone parce que c'est aussi important de pouvoir faire ce relais. Le plan de continuité d'activité de l'entreprise, ça aujourd'hui, il faut qu'on l'ait plus calé au sein de l'équipe et qu'on l'ait finalisé aussi au sein de l'équipe de bureau afin de le communiquer. Mais c'est pareil, on va le communiquer par phase, c'est-à-dire aussi vis-à-vis des chefs d'équipe avant de le diffuser à l'ensemble des collaborateurs parce que ça peut quand même être anxiogène, je pense, pour alors c'est un côté rassurant pour certains niveaux d'encadrement. Mais bon, je pense que tous les collaborateurs ne sont pas armés pour réagir par rapport à ce type de document en disant « Ah ouais, finalement, il peut se produire tout ça ». Enfin, voilà, faut mesurer aussi en fonction du degré de tout le monde. On a vu des réactions très différentes le jour des annonces du président. En termes de management, on avait des personnes qu'il fallait absolument rassurer. Il y avait des gens qui étaient aussi en panique. Il y avait des gens qui ne voyaient pas le danger. Il faut aussi toujours, je pense, s'adapter à son interlocuteur. Tout à fait. Pour rebondir sur ce point, la conférence, nous sommes donc le 8, le 15, la conférence du 22 portera sur des éléments de management et de relations et de contact à garder avec vos équipes et traitera notamment de ces points. Ce sera bien sûr très important, enfin c'est très important pendant toute cette période, y compris de ces rencontres ponctuelles que l'on peut avoir via les outils de communication tels que celui-ci. D'autres points à rajouter, Marie, Jessica, ou on redonne la parole à Karine et Lionel? Non, moi, je voudrais juste dire que je pense que vraiment le plan de continuité d'activité, c'est un document qui n'est pas souvent connu et je pense qu'il est très important de pouvoir échanger dessus. Et chacun en fera son outil, se l'appropriera, mais surtout, c'est peut-être le moment, parce qu'après, quand on va reprendre l'activité à 200% et qu'on essaiera de remettre tout le monde en route, on n'aura peut-être plus le temps de se poser les questions. Donc, je pense que voilà, si vous avez encore un peu de temps entre les entreprises, la gestion des enfants et tout ça, et profitez-en. Je pense que c'est un moment opportun. Merci Marie. Karine, je te laisse poursuivre. Je vais remettre le diaporama. On voudrait maintenant vous présenter 2-3 ressources complémentaires pour la suite. Alors, j'en profite le temps de cette manipulation, Guillaume, déjà pour remercier nos 4 témoins, parce que vraiment, déjà et d'une, merci de ce retour de votre vécu, de votre expérience auprès de vos collègues, de vos confrères. Et merci égoïstement pour nous au PPVTP parce qu'on a vraiment encore plus que d'habitude besoin de ce retour du terrain, de l'expérience que vous avez, de l'expérimentation que vous faites là au jour le jour, au pas à pas, des outils qu'on vous fournit. Donc vraiment un grand merci. Guillaume, moi je voudrais juste réagir par rapport à quelques questions qui ont été posées sur, et à juste titre je le comprends, sur la dimension juridique de cette situation. Beaucoup de questions se posent sur, j'ai vu une première question tout à l'heure, est-ce que si le maître d'ouvrage contracte le virus, on peut venir me chercher en responsabilité? Est-ce que si l'un de mes compagnons l'attrape, ce sera forcément moi qu'on viendra chercher en responsabilité? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en préambule, on est dans un contexte de droit qui est extrêmement particulier, mais avec, comme l'a précisé Lionel, un danger qui est non maîtrisable, dont on apprend jour après jour ses limites, son fonctionnement, c'est le Covid-19, c'est ce fameux virus. Aujourd'hui, on n'a aucun élément de droit qui puisse fonder le recours d'un maître d'ouvrage envers vous parce qu'il aurait, lui, contracté ou parce que son délégataire serait venu sur une réunion de chantier, à la condition, toujours, mais là, dans ce cas-là, le maître d'ouvrage, comme vous, comme n'importe lequel d'entre nous, citoyens, doit pouvoir justifier d'avoir appliqué les gestes barrières. Ce n'est pas votre responsabilité de chef d'entreprise qui va être cherchée dans cette situation-là, mais la barrière contre tout éventuel recours, quel qu'il soit, puisque je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que la justice et la jurisprudence va produire dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Je suis très honnête avec vous.
On n'en a aucune idée aujourd'hui. Tout le monde écrit tous les jours sur ce qui va se produire. Moi, j'ai une posture très, très humble en tant que juriste là-dessus. On est tous face à un grand inconnu. En revanche, on a tous aujourd'hui l'obligation réglementaire qui nous est faite par l'état d'urgence d'appliquer les gestes barrières. Voilà. Donc, avec cette déclinaison qui est propre à nos chantiers au travers des prescriptions du guide, qui s'impose à vous si vous reprenez votre activité. Et là, en effet, si un de vos salariés contractait le virus sans que vous ayez mis en place toutes les préconisations et en ayant repris l'activité, vous seriez attaquable en totalité. Demain, le salarié qui contracte le virus, vous avez mis en place toutes les préconisations et il l'a néanmoins contracté. Il devra, d'un point de vue juridique au regard du droit tel qu'il est aujourd'hui, il devra faire la preuve que c'est sur le chantier qu'il l'a contracté. Et on est tous conscients que ça ne pourra pas être prouvé au regard de ce qu'on connaît du virus. Donc, moi, je vous invite vraiment, on n'a aucun moyen de se protéger aujourd'hui juridiquement de ce qui n'est pas encore sorti du droit français. Clairement, on est dans une situation sans antériorité. Mais le bon sens, les bonnes pratiques, les gestes barrières sont le fondement sur lequel on peut tous s'appuyer. Et pour ce qui est des mesures de prévention, nous nous assurons de mettre à jour tous les jours, tous les 2 jours, nos outils pour qu'ils vous permettent d'être au plus près du bon geste. Et en s'alimentant en plus de vos retours d'expérience, j'ai envie de dire que là aussi, il y a un travail d'équipe qu'il faut le maintenir et c'est comme ça qu'on y arrivera. Donc vraiment, gardons cet esprit-là. Et deuxième élément, pour répondre et rebondir sur ce qu'évoquaient nos 2 derniers témoins, c'est intéressant de voir l'usage qui a été fait donc de ce plan de continuité d'activité. Clairement, à la base, c'était un outil de management. Ce n'était pas du tout un outil opérationnel. Et bien là, on a 2 témoins qui en ont fait chacun une version, ils se sont appropriés. Et non pas dans l'esprit du « je me protège », mais je me dote d'un outil pour piloter l'organisation de mon entreprise et pourvoir aux besoins techniques, chantiers, organisationnels ou managériaux de mon entreprise. Ce qui est sûr, et moi je conclurai là-dessus, je laisserai la parole à Lionel, c'est ce que vous mettez en place aujourd'hui en situation d'urgence pour envisager la reprise de votre activité en situation dégradée. Vous vous dites que ça va servir aujourd'hui, pour les prochaines semaines, mais il faut qu'on soit tous conscients que certaines de ces mesures vont durer longtemps, plusieurs mois, même définitivement. On vous demandera d'avoir ces réflexes-là de façon plus systématique dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Donc, ce n'est pas du temps perdu que de faire en sorte que son équipe soit plus près de la réflexion quand on élabore un outil de prévention. Ce n'est pas du temps perdu que de consulter les équipes aujourd'hui quand on élabore une nouvelle organisation, quand on met en place un nouveau mode opératoire. Ce n'est pas du temps perdu que de s'interroger sur ses approvisionnements, sur les relations qu'on a avec sa maîtrise d'ouvrage. Ça vous sert aujourd'hui à faire l'état des lieux, à évaluer votre capacité à reprendre. Ça va vous servir demain, après-demain, pour reprendre progressivement. Et ça vous servira au long terme pour acquérir ces réflexes d'évaluation. Et puis, de moment où on se pose, on regarde la situation, même quand elle est un peu complexe et difficile à regarder comme en ce moment. On fait le tour, on s'appuie sur ses équipes, on s'appuie sur ses partenaires et on évalue comment on peut continuer d'avancer. Donc, la seule certitude, c'est que vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul non plus, on doit travailler ensemble. Donc, ces échanges-là doivent se poursuivre et ce que vous faites aujourd'hui vous servira demain. Moi, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Karine. Et donc, Lionel, quelques outils, je crois, à proposer. Oui, alors on voit effectivement qu'il y a toute une panoplie d'offres, d'outils qui sont mis à votre disposition et ils sont vraiment à être assimilés par chaque entreprise et détournés ou utilisés à bon escient. Je reviens juste sur un détail. Ces documents, on les actualise en fonction des connaissances. Les connaissances évoluent tous les jours ou presque. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder les indices. Il y a peut-être des prescriptions qui sortiront ou des recommandations qui sortiront dans une semaine où il y aura peut-être un nouvel indice au guide avec le retour d'expérience ou l'évolution de l'environnement. Donc, n'hésitez pas aussi, alors malheureusement, à rester en veille sur les documents. Rien n'est acquis avec ce risque, ce danger qu'on ne maîtrise pas.
aujourd'hui ou qu'on ne maîtrise pas bien et pas suffisamment, on n'a pas assez de retour d'expérience, tout va changer. Donc, voilà, ne restons pas figés sur un document d'un indice malheureusement ancien. Je sais, c'est une charge supplémentaire, mais effectivement, face à l'ampleur du phénomène, ça reste indispensable. Donc, un ensemble d'outils qui sont là avec des fiches conseils qui sont une forme de checklist où on retrouvera les principes qui ont été présentés durant cette réunion, checklist qui vous permettent de faire l'évaluation des risques. Et je reviens, en fait, c'est quand même l'idée forte. C'est dans les témoignages qu'on a pu voir, c'est cette logique de gestion des risques. Je peux pas, c'est dangereux, on maîtrise ou on maîtrise pas. Et pour connaître un peu le parcours que vous avez à l'ESJDB dans votre cursus de formation, en fait, vous faites toujours de la gestion du risque de transmission, du risque économique, du risque financier. Eh bien, on est exactement dans cette même logique. Ne considérons pas ces éléments comme des contraintes supplémentaires. Oui, il faut un gant, 50 cm, 1 mètre. Voilà. Non, dépassons cette limite et comprenons bien, on peut pas. Et à un moment, oui, il y a une décision difficile. Mais juste une note peut-être d'optimisme par rapport à la tâche encore qui reste à maîtriser. Oui, sûrement les entreprises, indéniablement, les entreprises sont en difficulté financière. C'est bien au risque d'être en difficulté financière. Vous avez déjà un sujet, une des premières réunions, prochaine réunion. Par contre, j'ose pas dire que cette crise doit être une opportunité parce que c'est dommage, on pourrait s'en passer, on aurait pu s'en passer, ça aurait été très bien. Par contre, il faut que ça soit intégré dans le retour d'expérience de l'entreprise. Les derniers témoignages, on en parlait. Voilà, et quand on parle de l'évaluation, l'actualisation des documents, le document unique, entre autres, voilà, c'est tout ce retour d'expérience qui doit être intégré dans vos processus aussi. Voilà. Et je ne doute pas que vous en sortirez peut-être plus fort, un peu affaibli au début, mais surtout plus fort. Et de toute façon, malheureusement, vous êtes obligé de passer par là, mais vous allez sûrement y arriver. En effet, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Merci pour cette note, je dirais, de conclusion. Et puis, autre élément, autre outil à votre disposition, les questions directes que vous pouvez poser, comme ont été présentées par Lionel et Karine tout à l'heure. Merci à tous les deux pour ces interventions. Merci à nos témoins. Il nous reste encore un tout petit peu de temps avant de se quitter. Je ne sais pas si vous voulez poster encore une ou deux questions en réaction à Karine et Lionel. Avant de vous laisser, moi, je voulais vous rappeler le programme des prochains rendez-vous. La semaine prochaine, comme l'évoquait Lionel, nous aurons une intervention sur les impacts financiers du Covid. C'est sûr que vos entreprises sont à l'arrêt, les chiffres d'affaires vont drastiquement chuter. Voilà, quelles actions sont possibles en matière de prêts de trésorerie, en matière d'aide financière? Nous aurons différents intervenants. On est en train de faire le tour de table pour vous préparer cette conférence de mercredi 15 avril. Le 22, sur le thème du management pendant la crise, comment continuer à garder le contact avec ses équipes, comment motiver, fidéliser, rassurer. Ce sera le 22 avril. Et puis le 29, c'était celle qui était prévue aujourd'hui, mais on a bouleversé le programme. Ce sera la conférence de Biram Gay sur le signe noir de 2020. D'autres thèmes sont en cours de préparation. Voilà. Selon l'évolution de l'actualité, on verra comment on les programme. On maintient le rythme d'une conférence hebdomadaire. On n'oublie pas que certains d'entre vous ont demandé également quelques conseils sur les préparations de mémoire, de stages tiers. Ce sera également au programme au cours du mois de juin. Voilà, quelques réactions. Guillaume, vous êtes toujours en ligne. Est-ce que vous voulez compléter? Non, je voulais me joindre, mais je l'ai fait par chat. J'ai vraiment remercié les intervenants. Vraiment très, très clair et je vous félicite. C'était un exercice qui n'est pas facile et voilà. Je ne vous connaissais pas, Madame Karine, là, mais vraiment percutante dans vos interprétations. Et Lionel, bon, on connaît, il travaille déjà pour l'école, donc c'est bien. Et puis, beaucoup l'ont dit dans le chat, et vraiment, je suis frappé par le bon sens de nos témoins qui ont vraiment su s'adapter à la situation et trouver des pistes pour passer ce mauvais cap. Donc, voilà. Rendez-vous la semaine prochaine.